Yes, MVP, comment ça va? Ça va super bien, mon chum. Comment ça va, toi? Ça va bien parce que, crème, j'ai 3 nouveaux Patreons ce mois-ci, puis je suis bien content, je vais Yes! pouvoir les plugger aujourd'hui. Fait que, c'est ça, j'ai 3 nouveaux pickpockets en Olivier Gingras. Je pense que je l'ai déjà nommé, lui. Fait que je fais juste C'est parce répéter que les tu mêmes. l'aimes plus que les autres, right? Ouais, j'aime son nom. Anthony Desjardins aussi, qui est devenu un pickpocket, et Marc-André Aubin, que lui aussi a un très beau nom, soit dit en passant. Donc, un gros merci à tous les Patreons. C'est super gentil. Écoute, MVP, aujourd'hui, on reçoit mon ancien boss. Ouais, Ben mon oui! ancien boss. Ben oui, toi. C'était le Dana White de la défunte Ligue Ringside. Donc, je suis vraiment content de recevoir Éric Champoux. Salut, Eric. Salut! Ça va, man? Ouais, vous autres? Yes. Yes, merci. Est-ce que faire un podcast de MMA, ça te rappelle des souvenirs de ta ligue? Écoute, ça me rappelle des souvenirs d'en parler. Le podcast n'était pas très à la mode à mon époque. Mais effectivement, ça fait, je pense, la première fois depuis pratiquement 10 ans que je vais parler ringside. Oh, shit, yes. Wow. Puis, tu sais, moi, ça faisait longtemps que je voulais te recevoir parce que justement, je voulais avoir un petit peu je sais pas, les dessous d'une ligue. Tu sais, comment tu faisais pour gérer ça? C'était quoi les difficultés? Puis, ma première question, en fait, c'était quoi le but avec Ringside? Tu voulais-tu vraiment faire compétition au UFC ou tu voulais juste devenir vraiment la ligue au Québec, un petit peu comme TKO avait fait dans le passé? Ben, écoute, à la base, moi, je suis dans l'événementiel depuis longtemps. Alors, tu sais, je Ah, il y a un viens. petit... Un invité surprise! Fait que, à la base, moi, j'œuvre dans l'événementiel depuis 25 ans. On faisait de l'événement corporatif. Puis on avait été engagé à l'époque par des organisations passées pour leur fournir nos services de production audiovisuelle, etc. Puis on a fait des événements au Centre Bell dans le passé. Là, eux ont arrêté, puis là, on avait comme goûté un peu à ce nouveau genre d'événementiel-là pour nous. On avait trouvé ça cool. Puis après ça, plusieurs combattants, journalistes du domaine du MMA qui nous avaient dit Hey, vous avez fait ce qu'il faut pour repartir ça, le sport au Québec, puis blablabla. En gros, initialement, on venait juste comme de notre côté, nous, ajouter une branche à notre portfolio d'événements qu'on faisait, puis on s'est lancé là-dedans. J'ai jamais eu l'intention de compétitionner le UFC. Au contraire, je cherchais une manière d'être comme un tremplin, mais qu'on ait une relation win-win avec les partenaires, ce que je n'ai pas réussi vraiment à faire avec les années. Mais non, c'est vraiment ça. C'est vraiment devenu comme la référence dans l'Est du Canada, puis les combattants viennent chez nous pour éventuellement passer dans un plus gros marché. Hmm. Puis, ben, en passant, là, pour ceux qui ne le savent pas, moi, mon premier combat pro, je l'ai fait avec vous, Ringside. Là. Exact. Ouais, c'est grâce à toi que je me suis battu au Centre Bell à mon premier combat. Exact, je m'en souviens. Ouais. Puis là, c'était quoi les difficultés d'avoir une ligue comme ça au Québec? Ben écoute, au Québec, le problème, c'est que le marché, on va les appeler les acheteurs de billets, là, c'est gros comme ça. Fait que là, ce qui se passe, c'est que la seconde qui commence à avoir de la compétition, ça créait une surenchère. Fait que là, les combattants avaient des options, fait que là, ça créait des surenchères. Puis moi, vraiment, il y avait une surenchère, mais ça devenait plus viable de faire un événement parce que là, c'était un peu lui, il va faire tant, tout tu fais quoi. Puis là, ça devenait plus pour les bonnes raisons. Ça devenait vraiment pratiquement un concours d'orgueil. Là. Puis ils disaient non, 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 c'est pas vrai. Puis fait que là, ça a créé des mauvais shows pour des mauvaises intentions au final. Là, quand j'ai fait
Ringside 12 au Centre Bell avec Paul Daly, c'était comme pas une bonne idée. Mais tu tombes dans une espèce de guerre psychologique, puis tu veux pas perdre ce que tu as bâti depuis des années, puis l'autre, il revient, puis il fait ceci, puis là, tu cherches à te démarquer, mais le Québec n'était pas prêt pour des affaires comme ça. Paul Daly au Centre Bell, c'était pas ça. Le Québec, c'est pas de même ça marche. Fait que le problème, c'est les parts de marché. Puis là, tu parlais de compétition. Là, tu parles de Stéphane. Je m'en souviens plus c'était quoi. Je pense que c'était Instinct dans ce temps-là qui avait parti. Là. Stéphane Patry. Il y avait aussi Dirk qui avait lancé MFL, je pense, en même temps. Il y avait Instinct. Il y avait beaucoup. Puis à l'époque, l'amateur, c'était pas du pro, là, mais c'était pas loin. Tu comprends-tu? Là, les gars, il y avait quand même beaucoup de flexibilité à faire les événements. Fait qu'il y avait beaucoup de compétition. Puis oui, à l'époque, c'était Instinct qui avait fait un genre de comeback avec un nouveau brand. Fait que ça a comme pas aidé non plus la business en général à ce moment-là. Puis, à mon souvenir, là, tu me diras si je me trompe, là, mais ça jouait bas quand même, la compétition entre Ringside et Instinct. Il y a quand même eu des poignards dans le dos à la Game of Thrones. Là. Tu veux-tu parler un petit peu de la compétition que tu as faite justement avec Patrice? C'était-tu de bonne guerre dans ta tête ou c'était plus... Non, c'était pas une bonne guerre. C'était pas de bonne guerre du tout. Moi, Stéphane Patrice, ça remonte à il y a bien longtemps où est-ce qu'il m'embauchait sur des mandats puis qu'il nous payait pas. Puis on courait après, puis après ça. Je me suis ramassé à faire Ringside parce que j'avais été engagé sur un TKO, puis j'avais été payé. Puis après ça, on m'a fait miroiter plein d'histoires. Moi, quand il est revenu là, dans le décor, là, après que j'étais rendu à mon 12e événement, j'ai trouvé ça ordinaire, mais c'était comme règle ton passé, règle tes affaires, puis après ça, tu fais ça comme un pro. Là, mais fait que moi, c'est ça qui m'a comme vraiment affecté. Là, c'est de dire, hey, moi, j'ai fait plein d'affaires pour toi à gauche, à droite. On a fait des trucs ensemble, ça n'a pas bien été. Tu réapparais comme si de rien n'était, puis tu repars la patente. Fait que ça a créé à la base une confrontation malsaine, on va se dire. Ouais. Puis tu penses, c'est quoi les raisons pourquoi, au fond, Ringside a échoué? Je pense que vous avez aussi un petit peu des problèmes avec la régie ou je sais pas quoi, là. En fait, la régie, dans mes derniers 1000, ont décidé de mettre en place beaucoup de paperasse, de procédures, de Sûreté du Québec, puis d'enquête, etc. Puis on me met dans une position où est-ce que là, on me demandait un peu de déshabiller tout le monde qui ont rôdé autour de l'organisation, autant un commanditaire, un combattant, je me voyais mal commencer à dire, ben, moi, telle compagnie ou tel combattant, il y a ci, il y a ça. Surtout où est-ce que j'étais dans un domaine où est-ce que c'était plus rentable, c'était plus fun. J'ai fait, bon, rendu là, je ne vais pas m'embarquer dans un épisode à me faire déshabiller au grand jour, puis exposer des gens qui n'ont rien à voir là-dedans. C'est pour ça que j'ai, à ce moment-là, tiré sur la plug. Ah ouais, fait qu'il demandait vraiment des informations sur le monde qui allait à ton show ou du monde qui... Des clients, des combattants, des commanditaires, c'est qui lui, c'est quoi. Là, j'ai fait, OK, je ne vais pas commencer à dire des trucs à gauche, à droite, sans même savoir où on s'en va avec ça. Fait que c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'avais juste comme arrêté ma demande à la RACJ. J'avais arrêté les processus d'enveloppe. Anyway, ça ne me tente plus d'en faire. C'est comme ça que ça s'était arrêté malheureusement à l'époque. Ben, je dirais pas, Éric, que c'est plus simple aujourd'hui, mais la portion qui, je pense, est plus simple, c'est que, premièrement, le MMA est rendu plus, c'est niché, mais c'est quand même plus mainstream que ça l'était à l'époque. Fait que tu avais des deux côtés, qu'est-ce qui était le plus débinant? C'était-tu la compétition qui était pas évidente ou c'était vraiment avec la régie qui, à l'époque, c'était pas... en tout cas, disons qu'il vous aidait pas bien à rendre la chose facile.
Ben écoute, je pense que c'est plusieurs de tous ces facteurs-là ensemble, c'est un problème. Aujourd'hui, encore, j'ai eu des appels dernièrement de dire Hey, ne tente pas de. Parce que je maintiens encore des petites relations avec certains ex-combattants. Je m'entraîne d'ailleurs avec certains d'entre eux. Euh, je pense qu'on n'a pas encore mis le doigt sur le bon modèle d'affaires. Au Québec, on n'a pas trouvé la recette gagnante qui est bon pour le promoteur puis qui est bon pour l'athlète. J'ai mes idées là-dessus, mais tant et si longtemps qu'on va continuer à faire les mêmes affaires qu'on fait depuis 1999, la preuve a été faite. Là. Stéphane Patry, ça fait, je pense, 4 comebacks qu'il fait d'organisations différentes, puis ça finit toujours pareil. C'est parce que c'est pas viable, ça ne fonctionne pas. Il faut revoir le modèle d'affaires. Puis tu penses que ce serait quoi un bon départ justement pour se rendre à ce bon modèle d'affaires-là? Ben, moi, je pense que à la base, il faudrait que ça soit pratiquement une OSBL avec un comité, puis que ça roule open book. En voulant dire, check, voici les revenus, voici les dépenses, comment qu'on fait pour que l'athlète il trouve son compte, puis que le promoteur il n'est pas toujours avec le gun sur la tempe pour dire, je vais arriver, je vais faire cette vente de tickets. Surtout quand le bassin il est peut-être un petit peu plus gros qu'aujourd'hui, mais c'est pas suffisant. Fait que moi, il faut vraiment que, je pense, que ça soit bâti un peu comme une organisation professionnelle comme la NHL, où est-ce que c'est un partage de revenus, où est-ce que c'est clair, il est rentré 100 000, puis voici comment c'est réparti, puis voici ce qui reste aux athlètes, voici ce qui reste au venue, voici ce qui reste aux promoteurs. C'est comme ça, je pense, qu'il faut que ça soit fait. OK. My God. Puis ça te tenterait-tu peut-être un jour de réessayer ça? Il n'y a plus rien écoute, Eric. On sait jamais. Puis c'est drôle parce qu'il y a peut-être avant pandémie, parce que tu sais, moi, je suis rendu dans le domaine restauration sportive beaucoup. Puis je suis là, il me semble que ça serait cool, peut-être à rebattre ça. J'avais même rempli mon formulaire de permis, puis j'étais sur le point de l'envoyer. Puis ça a tellement déboulé vite avec la pandémie, etc., qui ont suivi. Fait que c'est encore sur mon bureau. Je n'ai pas fermé la porte à ça, mais j'en ai discuté avec Pat Côté. J'avais soumis mes idées. Je l'ai parlé avec Derek Gauthier, qui est mon chum qui me coach, à qui je m'entraîne. Puis, tu sais, moi, mon point, c'est de dire, le gars qui fait ses débuts pro au Québec, partout ailleurs, son objectif, là, c'est d'aller au UFC. On s'entend, c'est le rêve. Ou PFL, là. Oui, un des deux. Ou Bellator, ou name it, mais c'est le point, c'est de dire que l'athlète se serve de moi comme tremplin, je suis correct avec ça. Mais comment est-ce qu'on peut être plus win-win? Une fois que vous êtes passé et que ça va mieux vos affaires, mais tant mieux. Mais moi, j'ai pas. Contrairement à la boxe, ça, c'était ça ma réflexion longtemps. La boxe, tu peux éventuellement rêver de faire un home run. Je suis promoteur de boxe, je bâtis un combattant. Éventuellement, je vais peut-être avoir un combat de champion du monde, télévision américaine. Je peux passer à la caisse. J'investis, mais ça peut revenir. Organisation d'MMA au Québec, ça ne reviendra jamais. C'est très linéaire, up and down. C'est le même bassin. Des fois, il y avait 2000 personnes dans les estrades. Sur les 2000, il y en avait 1500. C'est les amis, mon oncle, ma tante, des 40 gars qui sont sur la carte. Fait que ça ne fait pas des enfants forts sur le long terme. Fait que, il faut juste, je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment plus une meilleure collaboration entre les combattants. Tu dis oui, tu vas aller là, je comprends ça, mais je ne vais pas payer pour que tu te rendes là. Fait que voici comment que je verrais ça. Voici ce que ça nous coûte de faire un événement. Voici ce qu'on va donner en bourse à tout le monde. Voici les commanditaires qu'on a. Puis, je pense que la job revient encore plus que jamais à un manager. Je pense que c'est le manager que s'il veut que son athlète atteigne les hautes sphères, c'est à lui de trouver des commandites, c'est à lui de trouver des
vendre la visibilité sur les combats, puis que la cash vienne. Le promoteur te donne déjà l'exposure puis le tremplin. Il ne faut pas en plus que tu payes. Ça venait comme ça, le problème. On était rendu comme le make it happen, puis tout le monde t'a regardé en blanc dire, ben là, tout, tu me donnes juste ça, lui me donne ça. Je dis, ouais, tu vas être là Alors que 4 toi, contre tu prends tous les risques. Exact. Tu sais, comme Olivier, quand il est rentré à Ringside, là, je ne suis pas tata, là. Je savais que je ne l'avais pas pour une vie de temps, là. Tu sais, on mettait de l'effort à en faire la promotion, puis de le pousser, il a fait quoi, 4, 5 fights au Québec. Ça, il est passé en haut, mais tu sais, il est parti. On a fait la même affaire avec Garcia, on avait mis beaucoup d'efforts sur lui. Il part tout. C'est toujours à recommencer. On est comme une équipe junior majeure, tu comprends-tu? À chaque 3 ans, il faut refaire. Puis il n'y a pas de bassin assez fort en client. Je n'ai pas 6 000 billets de saison vendus, moi, là. On recommence à toutes les fois. C'est quoi la carte? Là, tu cherches le combattant qui vend plus de billets que l'autre, puis les choix sont même pas légitimes. Là, tu prends celle qui vend plus d'étiquettes avant le meilleur. C'était rendu ça à la fin. Là. Ouais. Ouais. Ben écoute, c'est encore un peu ça. Exact, Mais malheureusement. tu pensais-tu justement faire cet événement-là pour aider aussi les restaurants? Toi, maintenant, tes restaurants, ça s'appelle La Chambre, là, ton resto sportif. Tu voulais-tu faire quelque chose en partenariat justement avec La Chambre ou Oui, exact. C'est parce que nous, La Chambre, on était rendu avant la pandémie, on était encore à 3 établissements. Il y en avait 2, 3 autres dans le four qui s'en venaient. Fait que je trouvais que c'était une belle manière de nous faire de la visibilité, de se créer du contenu exclusif pour nos établissements, un peu comme la cage de fait dans le passé avec Interbox. ouais. Fait que je me disais, peut-être qu'on pourrait trouver un équilibre là-dedans. Je pense que plus jamais de ma vie, j'irai dans des places comme le Centre Bell, par exemple. Mais c'est un peu ça mon thinking. C'est vraiment tout. Être dans le sport, la promotion à faible risque, mais dans le but de. Tu sais, moi, je suis content de regarder. Tu sais, la semaine dernière, j'étais au gym, je suis passé voir Derek. Il y a encore tous les programmes de tous les événements. Puis, tu regardes les programmes, tous les gars qui sont dans le programme, ils ont tous comme, en majorité, il y en a beaucoup qui sont passés dans un niveau supérieur. Tu sais, je pense qu'on a compté au moins quasiment une vingtaine. Fait que c'est sharp, mais au final, ces gars-là, tant mieux pour eux autres, mais nous autres, le promoteur, on a fait la promotion d'un gars pour le UFC. Au final, c'est ça qu'on a fait. Puis là, on va parler un petit peu de La Chambre, un petit peu plus de La Chambre, justement. Ça, je pense que tu as parti ça il y a 3 ans, hein, c'est ça? En fait, j'ai parti ça il y a 7 ans. OK, my God, je suis pas bon. J'ai parti mon premier resto, je l'ai parti dans le Vieux-Terrebonne. C'est un petit restaurant, 35 places, de là le nom La Chambre. C'était vraiment tout petit. C'était un petit peu mon laboratoire, mon petit dada de me dire, hey, c'est cool. J'avais comme l'impression que j'avais mon petit resto exclusif pour moi avec mes chums. On écoutait le hockey, on mangeait bien, on avait un bon service. Ce qui n'était pas vraiment disponible il y a 7 ans dans la restauration sportive. Donc là, on a fait de faire en aiguille, puis là, bon, ben, là, la buzz pogne, déménage, grossit, ouvre un autre à Repentigny, ouvre un autre à Blainville. Là, on ouvrait d'autres, mais ça a vraiment parti comme un projet égoïste de dire, moi, je suis tanné de manger de la scrap quand je veux aller avec mes chums et écouter du sport, puis je vais me faire ma propre place. La chambre avec mes chums, comme après une game de hockey, puis on va manger quelque chose qu'on mange pas normalement. C'est le même, ça partie. Ouais, puis là, dernièrement, il y a quelques années, la cage a quand même changé leur menu. Fait que j'imagine que vous, votre concept, c'est justement la bonne bouffe, la bonne bière avec des événements sportifs. Est-ce que tu trouves que la cage, maintenant qu'ils ont changé leur concept, entre parenthèses, est-ce que ça vous a mis des bâtons dans les roues un peu ou Non, pas du tout, dans le sens que la cage, elle a vraiment pris sa direction. Elle a sa clientèle, elle a son style, elle a son décor, elle a son concept. Nous, on est plus un peu micro-brasserie style. On a nos propres bières. On a un décor qui est très original, très sport. La cage, on peut délaisser ça, ce côté-là, très, très sport, parce que
tu sens le sport en rentrant. Puis on a quand même trouvé une manière de se démarquer sur nos plats. On a mis de l'accent sur des spécialités qu'eux n'ont pas. Fait qu'au final, mes établissements sont situés dans les mêmes villes que les cages au sport. Puis je pense qu'on trouve chacun notre clientèle, puis les deux se portent bien. Très cool. Puis là, présentement, est-ce que tous tes restos sont fermés? Exact. Tous les restos sont fermés. Malheureusement, je n'ai pas l'établissement à Saint-Sauveur ou à Mont-Tremblant. Mm-hmm. Mais fait que là, on est fermé, on est en mode take-out, livraison. On continue à développer un peu nos points de vente pour nos bières disponibles. Puis on commence à tranquillement, pas vite, à revoir nos menus, prévoir nos futures ouvertures, commencer à voir nos sites, travailler les plans, etc. Avant que la pandémie arrive, Éric, c'était quoi le plan pour la chambre? Mettons, disons, pour les 2 prochaines années? Le plan pour la chambre pour les 2 prochaines années, on voulait, d'ici 24 mois, on voulait être à 12 établissements. Alors, si on avait continué la cadence, là, on allait pris ce rythme-là à peu près 4-5 par année. Là, écoute, on va partir 2021, on va en avoir deux dans le four en construction qui vont être stand-by pour ouverture un jour. On va dire mai, mettons, pour être réaliste. Puis après ça, on va passer à 5. Puis selon comment va se passer les trucs, on va espérer trouver des intéressants à notre concept. Puis on va faire augmenter la famille. My God. Puis là, tu disais que tu étais fermé puis tu faisais du take-out. J'imagine que ça a dû être quand même difficile pour convaincre le monde d'aller prendre du take-out justement dans un bar sportif. Tu sais, normalement, quand tu veux prendre du take-out, c'est peut-être pas le premier choix. Y a-tu une stratégie? T'as-tu eu une stratégie justement pour essayer de faire changer la vie du monde? Ben écoute, on est chanceux d'avoir des clients fidèles. Tu sais, il y a des clients, nous, qui venaient là, régulièrement. Tu sais, tous les vendredis, tu les voyais à la même place, même table. Ce que j'appelle des piliers. Là. Fait que ces gens-là continuent à nous encourager. Ils vont continuer à vivre la chambre tous les vendredis. Ils vont se passer une petite commande Uber Eats ou Skip the Dish ou ils vont aller sur notre plateforme en ligne pour se commander des pick-up. On a travaillé sur des plats qui. Ah! Le numéro 2. On a travaillé sur des concepts, des plats des burgers, on a mis des pokés, des trucs comme ça. Puis ça fait en sorte que on y trouve un peu notre compte, on sauve quelques emplois, puis c'est correct. Puis est-ce que vous faites des concepts avec les sports? Dans le sens que si le samedi, c'est le UFC, est-ce que vous faites comme des menus, je sais pas, UFC spécial ou avec le hockey? Premièrement, il n'y a plus de hockey, il n'y a plus de baseball, il n'y a plus de soccer, il n'y a plus grand-chose. Puis, tu sais, le UFC, avec tout respect, je la sens plus, là, la passion. Là, tu sais, je vois, on dirait que le monde, ils sont comme plus là. Fait que les samedis soirs à 11h minuit, le gars, il va se pogner un sac de chips, puis Jésus, puis c'est tout. Là, peut-être que Super Bowl, on va peut-être faire quelque chose, là, mais tu sais, les gens ne peuvent plus se rassembler. Les gens ne peuvent plus rien faire. Fait qu'à un moment donné, il va sûrement se caler un gros kit fait que les gens qui veulent vivre une expérience sportive, ben, on a des ailes de poulet sur le menu, on a des onion rings, on a des poutines, on a des burgers. Il y a de quoi se faire un événement, mais je n'ai pas de promotion en particulier. Puis est-ce que c'est difficile d'avoir de l'aide du gouvernement présentement? Je te dirais que pour le gouvernement fédéral, c'est super simple, étrangement, si tu t'attends le contraire. Puis pour le provincial, en tout respect, c'est une catastrophe totale. Ah ouais. C'est ce qui est pour du provincial. Ouais. Avez-vous réussi Je vais remarquer dans les détails, là, mais. Ben, ouais, j'aimerais ça. C'est complètement n'importe quoi. Ah ouais? Écoute, le provincial, quand ils ont mis le 22 000 PME sur la glace, là, ce qu'ils nous ont dit là, en conférence de presse, c'est écoute, les amis,
on va vous aider, on va vous donner un 15 000 par mois, dont 80% va être pardonnable, puis appelez dans vos MRC, puis ils vont s'occuper de tout ça. Ça sonnait bien, mais en réalité, je pense qu'il y a 16 MRC au Québec. Les 16 fonctionnent de manière différente. Moi, j'ai 3 MRC avec qui dealer. Ils n'ont pas les mêmes papiers, ils n'ont pas les mêmes exigences, ils n'ont pas les mêmes mindsets, il n'y a rien. Finalement, c'est vraiment des prêts, là, où est-ce que là, on te demande la couleur de tes culottes, c'est combien tu as dans ton compte de banque, une vraie demande de financement comme si j'achetais une maison. Puis là, il y a des MRC, que tu fais tout ça, puis tu arrives au bout, puis ça, on n'a plus d'argent. Le fonds, il est épuisé. Fait que tu n'as plus. Parce que l'autre va dire, là, ça va aller au mois de janvier parce que le comité, il siège juste au mois, fait que là, t'attends. Je te le dis, c'est n'importe quoi. Fédéral, tu t'en vas en ligne, tu mets ton numéro d'entreprise, il te pose 2-3 questions sur ton rapport ton rapport d'impôt de ta compagnie, la ligne T100, soumettre, 5 jours plus tard, l'argent est arrivé. Wow. 2 mondes. Puis, toi, t'avais-tu réouvert entre les deux vagues? Oui. Fait que la dernière de juillet, août, septembre, on a ouvert 13 semaines. Puis, t'as-tu été un de ceux qui a acheté tout le plexiglas, puis finalement pour fermer, ou j'ai acheté des milliers de dollars de plexiglas dans mes établissements pour maximiser ma capacité. Tu sais, je pourrais jouer la cassette de « Ah, mon Dieu, c'est incroyable ». Tu sais, honnêtement, j'ai mis mes plexiglas, mais dans mon 3 mois, je les ai rentabilisés, mes plexiglas. Tu sais, on a roulé comme jamais on a roulé de notre vie. Les clients, ils étaient très, très présents. On a agrandi les terrasses à l'extérieur temporaire. On a eu des mois fulgurants. Fait, oui, ça nous a coûté 10 000 de plexiglas, mais on a fait des mois records. Là, je ne vais pas me plaindre sur mon plexiglas, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés à accepter le fait qu'une famille de 4 barricadée de plexiglas, ça peut pas se faire, mais on va être 10 000 personnes dans un centre d'achat en rang d'oignon, ça c'est beau. Fait que ça, c'est des affaires qui ont beaucoup de difficultés pour moi à assimiler. Ouais, puis tu as été quand même vocal aussi sur le plan du provincial, comme quoi que c'était du gros n'importe quoi, là. Est-ce que j'ai compris, c'est que toi, tu voudrais revoir les restos réouvrir, ou tu veux-tu moi, je veux revoir les restos réouvrir, puis ça presse. Parce que là, ce qui se passe, c'est que nous, là, quand on était ouvert, là, puis qu'on contrôlait les espaces, moi, j'avais 2 agents de sécurité à temps plein qui s'assuraient que les gens restaient assis, que s'ils se faisaient pas autre, ils mettaient leur masque. On avait coupé les heures de service versus, tu sais, je pourrais même te dire que là, présentement, là, mon voisin en face doit avoir comme 10 chars dans le parking. Eux autres, c'est n'importe quoi ce qui se passe là-dedans. Là. Le cas est bien plus élevé là que quand ils sont dans un. Tu sais, moi, le client rentrait, là, il se lavait les mains, il attendait, on l'a amené à sa place, il restait assis là, il était soit à 2 mètres ou il était entouré de plexiglas, mon staff était sécurisé. Fait que là, ce qui se passe, c'est que ça fait 9 mois qu'on dit aux Québécois, restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous. Puis là, ils sont plus capables. Fait que là, quand tu n'es plus capable, qu'est-ce que tu fais? Ben là, tu commences à faire des affaires un peu moins permises, tout croche, puis, tu sais, je suis dans le line-up. Tu sais, j'ai été, il y a 1 mois, je voulais changer d'air, j'ai loué un chalet à La Belle, zone orange. Il y a environ une dizaine de chalets disponibles dans cette région-là, sur le bord de ce lac-là. Il devait y avoir 20 voitures par chalet. Tout du monde de Montréal, Laval, Lanaudière, comme il faut qu'ils évacuent, ils sont plus capables. Fait que là, ils se ramassent 30-40 là-dedans la cabane. Puis là, c'est grave. Là, s'il y a un cas, ben là, c'est 30, là, ça part. Fait que moi, je pense que de couper du
social au monde comme ça aussi longtemps, ça fait l'effet inverse. Le monde va se cacher puis ils vont faire des Tandis que chez vous, les clients étaient pris en charge de A à Z de façon contrôlée. Exact. En même titre que pourquoi fermer les gyms? Réduire la capacité, mets 10 personnes, mets 20. Ferme pas ça. Pourquoi tu fermes ça? Un cinéma, vraiment. Il va y avoir des cas de COVID dans un cinéma. Il y a des systèmes de climatisation pour accueillir 500 personnes. Tu vas en mettre 100 dispersés. Il va vraiment avoir des éclosions dans un cinéma. Tu sais, moi, c'est là que je suis comme dépassé. J'essaie de comprendre c'est quoi le thinking derrière ça. À un moment donné, le monde, ils vont virer fou. C'est là que les problèmes arrivent. C'est là que le monde font n'importe quoi. Là, ils cancellent Noël. Il va y avoir 200 000, 300 000 Québécois à Cuba. Tu sais, durant le temps des fêtes. C'est comme le problème, il va juste se déplacer. Roule comme en Floride, roule comme dans plusieurs autres provinces du Canada, où est-ce qu'il y a des provinces qui ont décidé de dire regarde, pas le rassemblement chez vous, tu vas dans un resto à la place. Il y a des places que c'est comme ça. Puis c'était quoi le. Je pense que tu avais fait un plan aussi pour le gouvernement que tu voulais leur montrer. Tu veux-tu expliquer? J'ai soumis des idées. J'étais à Paul Arcan la semaine dernière en entrevue. Puis je dis, regarde, moi, là, je suggérais 2 services. Un exemple à 5h30, à 7h, tout le monde s'en va. Ménage. 7h30, un autre service. 2 heures plus tard, bye, c'est fini. On ferme. Tu dois avoir, c'est une adresse par table. That's all. Puis, j'étais comme, comment ça peut être pas sécuritaire? Comment est-ce que moi, puis ma femme, puis mes 2 enfants, on va dans un restaurant plexiglacé, dispersé? C'est parfait, là. Il n'y aura pas de problème. Mais là, à la place, vu qu'on ne peut plus rien faire, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on se trouve des chalets à gauche, à droite, invite le chum. Puis là, c'est là que ça se passe moins bien. Ouais, c'est sûr qu'il y a comme du non-sens. Puis c'est aussi, tu sais, pour les gyms, tu sais, veux pas, c'est de la bonne santé, là. Puis, tu sais, on l'a vu que les personnes qui meurent souvent, c'est ceux qui sont peut-être moins en bonne santé. Fait qu'il y a comme un non-sens aussi à cet égard-là, là. C'est souvent les gyms, à Parouette, c'est des blocs de 15 000 pieds carrés. Je peux pas croire que tu peux pas donner. Tu peux rentrer 10 personnes dans une boutique, te promener, toucher aux vêtements, faire tout ce que tu veux. Puis tu peux pas être 10 personnes dans un gym de 15 000 pieds carrés. Ouais. C'est quand même le bout. C'est quand tu vois les photos de Costco ou Walmart, ça c'est plus choquant. Ça tue, ça. Ça tue. Donc, en gros, là, je pourrais aller dans un line-up de Walmart, je pourrais faire des squats, faire tout ce que je veux comme entraînement dans le line-up, tout est correct. Je peux boire de l'eau, je peux faire mes affaires, tout est beau. Mais mettre une personne dans 1000 pieds carrés chaque, ça, c'est impossible. Puis moi, quand initialement, il avait dit go pour Noël, encore là, j'étais comme, t'aurais dû dire go Noël, resto seulement. Ouais. Tu sais que la police, ils ont bien moins à courroyer. Au lieu de courir après 4 millions de maisons, tu cours après des restos. Fait que le monde sont dans les restos. Tu sais, quand ils ont fait leur round là, au mi-septembre, là, ils ont envoyé des polices à tour de bras. Là. Ils ont réussi à contrôler tout le réseau. On a eu des visites, 1 ou 2 par jour, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les clients, ils savent qu'ils vont venir. Ça reste tranquille. Puis je l'ai vécu à Blainville, je l'ai vécu à Terrebonne, à Repentigny. C'est bien plus facile de contrôler des lieux X que contrôler 4 millions de maisons. Qu'est-ce qu'ils vont faire à Noël? Ils vont vraiment courir dans les maisons partout. Ça n'a pas de bon sens. La SWAT va entrer dans les maisons. Ça va être nice. Mais, puis toi, là, je sais pas si tu veux en parler de ça, mais as-tu eu des cas, par exemple, à ton resto ou nada? 0 cas de clients, 0 cas de staff. Tu sais, comme je te dis, j'ai eu un fort volume là, cet été. Là. J'ai eu des mois exceptionnels. Mais comment tu veux avoir des cas? Je veux dire, ils sont placardés de plexiglas. Puis s'ils n'ont pas de plexiglas, ils sont à 2 mètres, ils se lavent les mains, ils se prennent avec des masques pour aller à la salle de bain.
peux pas l'arriver de problème. J'ai des gars de sécurité sur place. Il y a zéro problème. Les problèmes, c'était le monde, les fins de semaine, dans les chalets, dans les powwows. Ça, c'était des cas. Mais dans mes. C'est pour ça que le gouvernement, c'est pour ça qu'ils se font picosser. Ils ne peuvent pas sortir aucune preuve que la restauration, les cinémas et les gyms, c'est des centres d'éclosion. C'est tout ça qui ferme. C'est ça. Puis c'est pas juste ça aussi, tu vois pas une amélioration. Là. Tu vois une détérioration. Ouais. Puis toi, en tant que restaurateur, écoute, Eric, là... oui. Ouais, vas-y. Comme Vincent Goudzo, il a sorti publiquement hier en disant, regarde, là, ça fait 2 mois, plus que 2 mois, 10 semaines que vous avez fermé une partie de l'économie. Bon, ça ne fonctionne pas, ça l'augmente. Vous avez probablement pas fermé les bons. Fait que réouvrez-nous, fermez les autres. On va voir si ça va s'améliorer. Ah ouais, ils vont tous fermer le gouvernement. C'est juste ça qui est ouvert. 45% des cas, c'est dans les business. Ouais. Fuck. C'est quoi que tu allais demander, MVP? Ah, ben j'allais juste dire tantôt quand tu faisais mention que les jeudis, vendredis, samedis, la police passait 2 fois par jour. Toi, en tant que restaurateur, là, est-ce que ça, c'était angoissant pour tes clients, pour toi, ou pour toi, au contraire, tu te dis, regarde, venez ici, vous allez voir que ça va bien, puis ça prouve en quelque sorte que, tu sais, on est kosher finalement. Ben écoute, moi, je trouvais ça intéressant, dans le sens que veux pas, tu es un établissement qui vend de l'alcool. Quand ça fait 1 heure ou 2 qu'il en prend une coupe, il peut avoir un peu plus de liberté, mettons. Il oublie des trucs. Quand tu sais que la police, elle va passer, qu'elle est passée, on dirait que ça calmait la pression. Fait que moi, c'était une manière aussi de dire à nos clients, hey, vas-y, la police, ça s'en vient. Parce que ils vont te mettre dehors. Fait qu'on avait dit qu'on s'en servait pour dire aux clients, regarde, il va te mettre dehors. Fait que moi, j'ai trouvé ça intéressant. C'est pour ça que quand je voyais Noël arriver, je me disais, ça serait une bonne manière là, de dire, ben, on fait rouler l'économie, on remet du monde dans des restaurants, on mettez votre brigade policière, pas dans les maisons. Fait que c'était un win-win, mais finalement, ça n'a pas été dans cette direction-là. Ouais, c'est intéressant de voir ce qui va se passer. As-tu l'impression que ça va réouvrir avant la fin de l'hiver? Non. Ouais. Moi, je pense que ça va ouvrir au mois de mai. C'est mon feeling. Quand il va commencer à faire beau, les gens vont être à l'extérieur, les terrasses vont commencer à réouvrir, la chaleur. Ça va faire comme l'année passée. Ils vont nous réouvrir quand les patios, les terrasses vont ouvrir. Mais je ne peux pas concevoir. Les cas continuent à augmenter. Fait que leur thinking à eux, c'est les cas augmentent, on coupe les déplacements. Fait que là, ce qui va se passer, c'est qu'à Noël, il va y avoir 1 million de parties cowboys partout. Ça va faire exploser les cas, puis on va être reparti sur une balloune d'une couple de mois, puis il va dire aux gens, ben, reste à la maison, puis là, il va fermer les écoles, puis il va fermer toute la patente, jusqu'à temps qu'on vienne cet été. C'est mon feeling. En tout cas, sur ces belles paroles positives, y a-t-il quelque chose que tu veux ajouter? Ouais, c'est ça. Y a-t-il quelque chose que tu veux ajouter avant qu'on te laisse aller? Ben écoute, premièrement, merci d'avoir pensé à moi pour l'invitation. Ça m'a fait particulièrement bizarre de reparler de Ringside. Ça a quand même été... Mais c'est une excuse pour que tu parles de ton resto. Là. Non, ça a été cool de parler de ça. Ça a fait embrasser un peu des souvenirs. J'en vois encore des gars, on en parle souvent. Ça a été, il y en a qui vont dire que c'était des bonnes années, mais tu sais, je veux prendre un peu de ta plateforme, qui est pas mal d'athlètes qui te suivent, puis de gérants, puis tout ça, pour dire qu'au final, si vous voulez avoir du sport de combat au Québec, il faut être un peu plus créatif. Il faut trouver une manière de travailler ensemble, puis y aller avec la transparence qui n'a jamais été faite dans le passé. Tu parles aux combattants, ils pensent que tu fais des millions avec ça. Puis l'autre,
vice-versa. Moi, je pense que si on peut trouver une manière, le monde, de travailler ensemble, ça pourra faire quelque chose de sérieux. Puis, tu sais, faut être, comment je dirais ça? Faut être conscient qu'on ne sera jamais la UFC au Québec. Faut être conscient qu'on est un tremplin. Puis, il faut juste le faire pour que ça soit une situation gagnante pour les deux parties. Puis, tu sais, quitte à ce que on s'attache avec les combattants ou je sais pas trop quoi, mais bref. Ça peut être possible parce que des fois, c'était pas loin d'être bon, mais bref, il faudrait qu'il y ait un peu plus d'entraide. Ça n'a jamais été le fort du domaine, disons, des sports de combat au Québec. L'entraide, c'était pas top. Fait que si on peut travailler là-dessus, ça peut être mieux. OK. Écoute, Éric Champoux, un gros merci d'être venu. Merci, Éric. Plaisir. Puis, écoute, on se reparle quand tu vas avoir lancé ça, là, cette ligue-là. Tu vas faire ton retour? Ben ouais. Ciao, là. Bye. Ciao.